Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Monsieur Hofsumer, vous êtes dendrochronologue, vous avez un bureau et un laboratoire dans le bâtiment de physique, mais vous n'êtes pas du tout physicien. Non, pas du tout. Au départ, je suis archéologue, mais au début de ma carrière, travaillant sur le chantier de fouilles de la place Saint-Lambert avec Marcel Hoth, et travaillant aussi sur une étude de l'église de Theux avec un ami, Paul Berthollet, j'ai été confronté à la nécessité de dater des éléments de bois, les pilotis des fondations de la cathédrale au niveau de l'ancien chœur oriental, d'une part, et la charpente de l'église de Theux, d'autre part. Alors, c'était dans les années 80, hein, ça devient ancien maintenant. Et donc, à la faveur de différentes rencontres, je me suis moi-même initié à cette méthode de datation qui est la dendrochronologie, notamment avec André Munot de Louvain. Et puis, chemin faisant, c'est devenu mon sujet de thèse qui a associé à la dendrochronologie l'étude des charpentes anciennes. Et puis, une fois docteur et nommé à l'université, on a créé un centre d'archéométrie avec Henri Garnir, physicien, avec David Strivet, Bernard Gilbert, chimiste, Dominique Allard, historienne de l'art et d'autres encore, qui a non seulement prévu dans ses activités de poursuivre ce que je faisais, hein, donc la dendrochronologie et l'étude des charpentes anciennes, mais d'appliquer ça aussi à l'étude des œuvres d'art, par exemple les peintures peintes sur panneaux de bois. Donc, j'ai une de mes anciennes étudiantes qui est maintenant à l'IRPA, qui a fait sa thèse à ce moment-là sur les peintures sur bois datées en dendrochronologie. Et puis on s'est installé au Sartillement tout simplement parce qu'on manquait de place au centre-ville et aussi pour avoir une certaine proximité avec nos collègues de la faculté des sciences, de façon à développer ensemble différentes approches complémentaires d'études de l'architecture ou des œuvres d'art par les sciences naturelles et la physique, les méthodes de la physique et de la chimie. Donc vous étudiez les troncs d'arbres, les bois morts, les arbres, la croissance des arbres. Voilà. Et vous, avec votre technique, vous arrivez à dater cet arbre en comptant les cernes, c'est ça ? Alors, il faut bien distinguer deux aspects. Effectivement, sous nos latitudes, donc dans l'hémisphère nord, du fait qu'il n'y a pas de croissance en hiver chez les arbres, chaque couche de bois produite annuellement par le cambium, qui se trouve à proximité de l'écorce, en périphérie du tronc ou des racines, chaque couche de bois est donc clairement individualisée du fait de l'arrêt de la croissance. Rien que ça permet de compter. Ce qu'on a tous fait enfant sur la souche d'un arbre, ça permet de compter le nombre d'années au niveau de la coupe qui est observée. Donc si on est tout près de la souche, le nombre d'années donnera effectivement l'âge de l'arbre. L'âge de l'arbre, c'est dire qu'il a 125 ans, par exemple. Ce qui ne signifie pas le dater, c'est-à-dire dire, par exemple, qu'il a commencé à pousser en 1020 et qu'il s'est arrêté de pousser en 1120, hein, pour citer un exemple comme ça assez simple. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dater ? Parce que non seulement la croissance des cernes du bois est clairement individualisée, mais en plus, quand on observe le bois d'un peu près, on voit tout de suite que chaque année n'est pas du tout comparable à la précédente ou à la suivante. Il y a des années plus larges, enfin des cernes plus épais, des cernes plus fins. Et tout ça mis l'un derrière l'autre, ça vous donne un signal en fait qui est un petit peu comme un code barre. Et ce signal vient en grande partie, pas uniquement, mais pour simplifier, on va dire en grande partie, de l'influence du climat sur la croissance des arbres, car les arbres sont en contact direct avec l'atmosphère au moment de leur croissance. Ils puisent des substances nutritives avec leurs racines dans le sol, mais ils ont aussi besoin de lumière, ils ont besoin d'eau. Donc les précipitations, la nébulosité, qui sont des éléments faisant partie du climat, ont une influence positive ou négative sur la croissance des arbres. À partir du moment où on admet, ça a été démontré, qu'il y avait une relation entre l'évolution du climat et la croissance des arbres, et que par ailleurs cette évolution du climat, c'est tout à fait d'actualité, était irrégulière. Il y a des périodes de réchauffement sur le long terme ou de refroidissement climatique, mais il y a aussi des variations d'une année
à l'autre. Donc tout ça donne un signal qui est caractéristique de la vie d'un arbre à une époque bien précise que nous essayons de rattacher à notre calendrier. Et donc pour ça, nous avons besoin de référentiels. Les premiers référentiels étant les arbres vivants eux-mêmes, puisqu'ils sont datés. Celui qui est derrière moi étant soit un référentiel, puisqu'il commence en 1523, si ma mémoire est bonne, et il se termine en 1986. Donc ça, c'est une période du calendrier qui est renseignée, dont l'évolution du climat est renseignée dans la vie de cet arbre et de ses voisins, parce qu'on ne se contente pas d'un seul arbre, on en prend plusieurs. Et donc, ces connaissances en matière de climat intéressent aujourd'hui les climatologues ? Oui, donc il y a deux grands types d'applications possibles. D'utiliser les arbres comme celui qui est derrière moi pour reconstituer le climat passé, dès lors que les climatologues n'ont de données météorologiques que pour, grosso modo, les 150 dernières années, dans le meilleur des cas, mais au-delà, ils n'ont pas de données. Donc soit ils vont chercher des données en analysant par exemple l'oxygène qui se trouve dans les couches de glace qui sont aussi annuelles au niveau des pôles, soit ils vont chercher ce genre d'informations dans les cernes du bois qui sont aussi annuelles. Il y a un certain nombre de paramètres comme la densité du bois en plus de la largeur ou bien la qualité de l'oxygène qui est piégé dans le bois qui sont caractéristiques soit de la température, soit des précipitations. Ça, c'est le domaine de la climatologie. Alors l'autre domaine qui est le mien, parce que je ne suis pas climatologue, j'utilise les propriétés du climat sur la croissance des arbres pour dater, dans mon domaine, qui est celui de dater tout, entre guillemets, objet ou élément d'architecture en bois intéressant pour l'histoire de l'art ou, dans mon cas, plutôt pour l'archéologie du bâtiment. Et de là est venue ma spécialité à propos de l'évolution des charpentes de toiture, comme celle par exemple de la cathédrale Saint-Paul à Liège, d'autres édifices à Liège, et même ailleurs en Belgique et en France. Donc les charpentes, l'étude des charpentes donne une information importante sur la date du bâtiment. Absolument, puisque donc quand on fait de l'histoire de la construction, de l'archéologie du bâti ou de l'histoire de l'architecture, on fait de l'histoire. Et un historien a besoin d'une chronologie pour appuyer son raisonnement. La cathédrale Saint-Paul a évolué de manière complexe, avec différentes phases de construction. La simple reconnaissance des styles du domaine de l'histoire de l'art ne suffit pas, loin de là, à déterminer précisément toutes les phases de construction. Les textes d'archives sont parfois, et même très souvent, inexistants pour documenter les chantiers. Alors que la charpente elle-même, ou le bois lui-même, donne, avec la précision de la dendrochronologie, à l'année près, une précision équivalente à celle d'un texte, avec l'avantage que la datation porte directement sur l'objet qu'on doit dater. On n'est pas dans la situation, par exemple, d'analyser un texte qui parle d'un chantier sans savoir ce à quoi le texte fait allusion dans le chantier. Donc il y a une analyse critique à faire. Par contre, on peut croiser le texte avec la dendrochronologie. J'ai une anecdote assez intéressante à raconter à propos du palais épiscopal de Laon, où ma collègue du service de l'inventaire du patrimoine en France devait dépouiller 2 siècles à peu près de comptabilité d'archives pour essayer de dater. Elle savait bien que l'information concernant la datation de la toiture devait se trouver dans les archives, mais il fallait dépouiller de nombreux registres. On a d'abord fait la dendrochronologie. On a trouvé une date, je crois, au début du XVIIe siècle, j'ai oublié exactement laquelle. La dendrochronologie a démontré aussi que cette charpente du XVIIe siècle réutilisait des bois du XIIIe siècle, grâce à l'examen des marques d'assemblage et toute une série d'observations archéologiques. Donc j'ai dit à ma collègue, voilà, les bois ont été abattus au début du XVIIe siècle, mais il y a aussi une récupération de bois du XIIIe siècle. Donc tel est le résultat. Elle est allée voir dans les archives, à la date en question du début du XVIe siècle, elle a trouvé quoi? Le devis du charpentier, qui précise autant pour construire la charpente neuve et autant pour récupérer les bois de l'ancienne et de les recouper de 2 pieds, alors que moi-même j'avais observé que certains chevrons avaient été recoupés d'1 mètre. 1 mètre, c'est à peu près 2 pieds. Donc tout ça pour dire qu'en archéométrie, en absence de texte, ou même quand on a des textes, il faut toujours croiser différentes approches, et la dendrochronologie
en est une. Vous travaillez sur les chantiers, donc on vous appelle, alors on fait appel à votre laboratoire à différents moments. Oui, donc ça c'est un petit peu le volet activité de service, dans le sens où maintenant il est en principe acquis dans les projets de restauration qui sont suivis par les autorités compétentes, par exemple la région Bruxelles-Capitale, avec laquelle on travaille énormément. Il est acquis qu'il faut documenter tous les bâtiments anciens qui doivent être restaurés, qu'ils soient classés ou pas. D'ailleurs, en région Bruxelles-Capitale, dès qu'il y a une demande de permis de bâtir, on vérifie, surtout dans le centre ancien de Bruxelles, s'il n'est pas intéressant de faire une étude archéologique pour documenter le bâtiment, qui n'est pas nécessairement documenté par les archives. Alors ce rapport d'analyse va aider éventuellement les responsables du patrimoine à prendre des décisions. Est-ce qu'il ne faudrait pas classer ce bâtiment-là parce qu'il est plus vieux qu'on ne pensait ou plus intéressant qu'on ne pensait? Ne faut-il pas imposer certaines manières de faire à l'architecte restaurateur? Donc en cela, nous participons à ce qu'on appelle les études préalables. Ça, c'est l'activité de service. Mais en même temps, à force de collecter ce genre d'informations, à titre personnel et au nom ici du laboratoire, avec différents collègues, avec des doctorants aussi qui ont travaillé avec moi, on fait aussi de la recherche plus fondamentale. On essaie de rassembler toutes les informations, qu'elles soient collectées sous forme d'activité de prestation de services ou de recherche fondamentale, pour développer des sujets à caractère historique qui relèvent de l'histoire de la construction, comme l'évolution des charpentes de toiture, par exemple, ou l'évolution dans la manière d'utiliser le fer dans l'architecture en bois, ce qui n'était pas très connu. J'ai un doctorant, Christophe Magic, qui a fait ça récemment. Et en cela, nous contribuons à l'histoire des techniques et de la construction, qui est une forme d'histoire matérielle, qui n'est pas documentée uniquement par des textes ou de la bibliographie. Donc vous parlez de la recherche, vous parlez des doctorants. Les étudiants, vous donnez des cours, vous les emmenez sur les chantiers? Oui, donc durant ma carrière, j'ai eu l'occasion de créer de nouveaux enseignements en phase avec cette évolution-là de la recherche. Et donc, il y a un cours de méthode de datation dans lequel il y a une initiation à la dendrochronologie. Il y a un cours d'archéologie du bâtiment où je rapprends à faire des relevés, à observer un bâtiment. Et dans ce cadre-là, je peux les emmener sur site. On l'a fait à Saint-Paul. Les mettre directement en situation, c'est-à-dire, j'aime bien en fait mettre les étudiants dans la situation du laboratoire, de façon à ce que l'enseignement ne soit pas uniquement théorique, mais qu'ils puissent poigner dedans eux-mêmes, hein, qui participent, c'est très important. Moi, j'aime bien poigner dans la matière et c'est généralement très, très profitable. Le cours d'initiation à la dendrochronologie, pendant des années, ce sera encore le cas cette année-ci, s'est fait à la station des Hauts-de-Fagne, où voilà, on emmène les étudiants en forêt, ils carottent des arbres, hein, puisqu'il faut des arbres pour faire de la dendrochronologie au départ, donc ils apprennent à carotter un arbre, et puis à étudier sa croissance, et le même jour ou un autre jour, on va dans un bâtiment à Eupen, chercher du bois, et puis voilà, ils font les analyses. Donc il y a un aspect très pratique dans ces cours-là. Ça, c'est pour, je dirais, les cours de master. Et alors, je suis maintenant, enfin, je suis même depuis plusieurs années impliqué dans les masters spécialisés qui s'adressent à des diplômés déjà, soit en histoire de l'archéologie, soit en architecture ou ingénieur. D'une part à la KUL comme professeur invité au centre Jérôme Lemaire, où il y a un enseignement de conservation et restauration du patrimoine architectural. Et maintenant, enfin depuis quelques années aussi, dans un master spécialisé interuniversitaire en communauté française, où je suis d'ailleurs président maintenant, au nom de l'Université de Liège, qui est partie prenante de ce projet d'enseignement, où c'est le même type de public, c'est-à-dire historiens d'art, architectes, archéologues, ingénieurs qui viennent se former aux différents aspects de la restauration du patrimoine monumental, depuis les études préalables, hein, où j'enseigne, jusqu'à la manière de faire un schéma directeur pour la restauration, en passant par la philosophie de la restauration. Donc le domaine dont je m'occupe s'inscrit pleinement maintenant dans ce contexte-là. Et c'est aussi vous faites aussi un enseignement à la Paix Dieu, c'est ça? Alors, le dernier enseignement que je viens de citer, le master spécialisé, se fait avec un support logistique. Et donc, il est interuniversitaire, avec les universités de Liège,
de Bruxelles, de Namur, de Mons et la Haute École Charlemagne. Mais c'est en grande partie à l'initiative de la région wallonne que ce master a été créé, la région wallonne fournissant une aide logistique et les locaux de la PDE qui ont été aménagés dans le cadre des activités de l'ancien Institut du patrimoine wallon, maintenant Agence wallonne du patrimoine, avec l'avantage qu'à la PDE, non seulement se rencontrent les académiques avec les étudiants du master spécialisé interuniversitaire, mais il y a aussi des activités de formation pour le monde plus professionnel des artisans, des entreprises, où je donne des cours aussi d'ailleurs. Et un des principes du master du master spécialisé, un des principes qui en font sa spécificité, c'est qu'on essaye de favoriser les contacts entre le monde des artisans dans le domaine du patrimoine et l'enseignement plus académique, universitaire. À titre d'exemple, le cours que je donne sur la charpente, sur l'histoire de la charpente, je le donne à un moment donné en duo, c'est un exercice parfois pas très facile, avec un charpentier. Et on dialogue, lui explique la même chose que moi en fait, mais avec ses mots à lui. Et bon, j'ai fait ça deux fois, je crois, c'est très fatigant, mais les étudiants en ont retenu énormément. Et ils ont demandé que ça se poursuive, ce genre d'initiative. Évidemment, je ne peux pas terminer cet entretien sans parler de Notre-Dame de Paris, puisque là, on parle beaucoup de la charpente. C'est une perte, une vraie perte, c'est une catastrophe, cet incendie. Oui. Pourquoi ? Mais pour faire simple, pourquoi ? Parce qu'après tout ce que je viens de vous expliquer, vous aurez compris que si on veut faire l'histoire du climat à partir des forêts anciennes, ce n'est pas dans la forêt actuelle qu'on va trouver la forêt du Moyen-Âge. Nous n'avons pas d'arbres aussi vieux que les séquoias ou les Pinus aristata aux États-Unis. Donc la forêt médiévale, elle est dans les charpentes anciennes. Donc quand une charpente médiévale brûle, c'est une partie de la forêt médiévale qui brûle. Donc c'est un potentiel d'information que l'on n'aura plus, ni pour faire de la dendroclimatologie, ni pour faire de la dendrodatation. Alors, dans ce genre de catastrophe, tout ce qu'on peut faire, en dernier lieu, c'est d'aller ramasser les bois qui n'ont pas totalement brûlé, et il y en a quand même parfois beaucoup, pour archiver ça à titre de documentation, sachant que parfois le bois est simplement léché par les flammes. Il faut savoir que si l'intervention des pompiers est rapide, même si la charpente s'écroule, certains bois ont une résistance au feu pour le chêne de 1 heure. Donc, on peut parfois avoir des séquences dendrochronologiques complètes depuis la moelle jusqu'à la trace de l'écorce. On a eu le cas à l'hôtel de Sort à Liège, qui a brûlé, je ne sais plus quand, dans les années 80 ou 90, où on a pu retrouver l'année d'abattage des bois au XVIe siècle, j'ai oublié laquelle, sur une rondelle qui était noircie, mais qui conservait l'ensemble des cernes de croissance. Et c'était la même chose au Val-Saint-Lambert dans les années 80. Et donc sur les bois que vous récupérez parfois, il y a cette étude-là, mais il y a aussi des marques parfois sur les bois ? Oui, alors ce qui est intéressant à expliquer, c'est que comme toutes les disciplines en archéométrie, on est un petit peu à la frontière de différentes approches scientifiques. Un dendrochronologue sensu stricto, à la limite c'est pas mon cas, puisque je fais un peu de tout, est un biologiste. C'est un biologiste qui devrait normalement analyser. Souvent les climatologues, dendroclimatologues sont soit biologiques, soit géographes au départ, soit mathématiciens, mais pas archéologues. En revanche, si vous n'êtes pas archéologue, vous n'allez pas récolter de manière correcte les échantillons dans une charpente ancienne, parce que vous n'allez pas comprendre par les traces archéologiques qu'elle a été fortement transformée, par exemple, et donc vous allez échantillonner n'importe où, et tous les résultats vont être incohérents. Donc, en même temps que le travail de dendrochronologie, il faut faire un travail d'archéologie du bois, observer les marques d'assemblage des charpentiers, observer leurs traces d'outils, observer la structure de la charpente pour vérifier si elle n'a pas été transformée, démontée, remontée ou réparée, et échantillonnée en connaissance de cause. Et c'est ce que nous appelons maintenant la dendroarchéologie, c'est-à-dire cette
capacité de gérer à la fois le dossier, je dirais, sciences dures, dendrochronologie, sensu stricto, mais également dans un contexte historique et archéologique. Merci beaucoup, vraiment, pour cette approche.